Donc je pense qu'on a eu vraiment des débats riches, importants. C'était un peu un pari quand on s'est dit, après avoir fait un peu les premiers bilans des journées, des actions qui ont été menées autour des 27 et 28 octobre à Paris sur l'initiative Semons la biodiversité, qui se lançait après l'appel aux semeurs volontaires de l'AG 2008 des faucheurs, de se dire qu'on allait essayer d'en mettre en route les prolongements. Je crois que ces prolongements, ils sont vraiment en train d'être posés, qu'on s'est mis à tous des défis relativement énormes, mais qui sont aussi à la mesure, je crois, des dangers, des périls qui sont devant nous pour la biodiversité en général, pour l'alimentation, contre les méfaits d'une technoscience qui persiste, qui ne veut rien entendre. Loin de nous le fait de se défier de la science. On voit beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui ont apporté leur pierre aux différents combats, qui les apportent tous les jours, y compris dans le travail participatif avec les paysans, avec les citoyens, que ce soit dans le travail sur les semences ou dans l'analyse politique de ce qui est en train de se passer et comment on peut encore mieux avancer là-dessus. Bon, alors je vais prendre la parole au nom du collectif Anti-OGM 31, qui est le collectif qui s'est occupé notamment de la logistique de ces états généraux. C'est un collectif qui regroupe des organisations qui luttent contre les OGM, donc ATTAC, Greenpeace, les Faucheurs Volontaires, les Amis de la Terre et la Confédération Paysanne, et des citoyens qui n'appartiennent pas à ces associations, mais qui viennent pour participer à nos actions de lutte contre les OGM localement. Et également, je parle au nom du comité de pilotage qui s'est occupé de l'organisation depuis quelques mois de ces états généraux, dont le collectif fait partie. Et il y a d'autres représentants d'autres collectifs qui sont ailleurs en France et des représentants d'autres organisations, et notamment de Semons la biodiversité, puisque en gros c'est le mouvement anti-OGM et Semons la biodiversité qui a organisé ces états généraux sur les OGM, la biodiversité, les alternatives et les résistances. Les objectifs de ces états généraux, il y en a deux principalement. Le premier, c'est mutualiser et approfondir nos connaissances sur la question des OGM, sur la privatisation du vivant et sur la biodiversité. Et également d'aboutir à des propositions concrètes pour agir localement, nationalement et internationalement. Il y a un objectif un peu plus particulier qui pourrait être le fil conducteur de ces deux journées, qui est de proposer une ou deux actions qui fédéreraient à nouveau les différentes organisations du mouvement anti-OGM et celles qui travaillent autour des questions de la biodiversité, pour agir à nouveau, porter un message fort tous ensemble, et également avec des citoyens qui n'appartiennent à aucune organisation mais qui sont sympathisants. Donc la biodiversité est définie ainsi par une convention internationale sur la diversité biologique en 1992. C'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc, vous voyez, le sujet est assez vaste. La première des choses, c'est qu'il faut relativiser leur importance, parce que la superficie des cultures OGM est en fait infime. Malgré les discours des lobbies, il y a très peu d'OGM, de surfaces OGM plantées dans le monde. Les plantes GM ne sont en fait cultivées que sur de petites surfaces de par le monde. Ce n'est que dans une poignée de pays qu'elles couvrent une surface importante, avec comme destination les marchés des pays plus riches. En Europe, l'industrie a menti en évoquant 2% de plus de culture cette année, mais c'est en enlevant la France de son décompte. Ils sont coutumiers de ce genre de fait, puisqu'il y avait un moratoire cette année sur les cultures. Les chiffres officiels sont donc manipulés. Sur le plan mondial, les OGM restent toujours confinés à une poignée de pays avec des secteurs agricoles très industrialisés orientés vers l'exportation. Près de 90% de la surface plantée en 2007 se trouvait dans 6 pays d'Amérique du Nord et du Sud, avec un total de 80% pour les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Les États-Unis représentent à lui seul près de 50% des OGM dans le monde. En Inde et en Chine, 3%, peut-être moins, des terres arables sont plantées en OGM.
Et donc l'activité humaine, elle est de plusieurs types qui sont aujourd'hui connus, enfin l'industrie, l'exploitation du sol, du sous-sol, la pollution, tout ça c'est des éléments qui impactent la biodiversité. L'activité agricole, elle est ancienne, ça a été rappelé, 10 000 ans, et depuis 10 000 ans, l'homme a quand même beaucoup changé la nature. Il reste assez peu d'espace sur la planète qu'on peut considérer comme étant naturel. Dès qu'on commence à couper les bois dans des forêts, on peut considérer que l'espace n'est plus naturel parce qu'il y a une intervention extérieure qui modifie la biodiversité. L'activité agricole a été s'est exprimée par des défrichages massifs qui étaient déjà réels au temps des Romains et puis au Moyen-Âge, qui est une grande époque de défrichage de toute l'Europe en particulier, qui a modifié considérablement la biodiversité. Donc il faut aussi qu'on essaye d'éviter de penser que les dégâts de l'activité humaine ne datent que du XXe siècle. C'est beaucoup plus vieux que ça. La particularité du moment, c'est probablement la brutalité, la rapidité avec laquelle ça s'exerce. Et peut-être aussi la cupidité qui encourt tout ça. C'est probablement là qu'on s'interroge le plus. C'est justement le pas de temps dans lequel ça se situe. Le développement abondant de la mécanisation, et en particulier dans les régions riches, c'est celui-là qui a bouleversé de façon très forte quelque chose qu'on croyait relativement figé. Plus récemment, c'est-à-dire depuis 100-150 ans, est apparu le courant de l'amélioration des plantes modernes. Et ce courant-là a utilisé d'abord l'idée qu'il fallait produire une variété supérieure en sélectionnant seulement les élites, les individus élites. Donc ce type de sélection par les sélectionneurs depuis à peu près 100 ans, ça a été dans la biodiversité, retrouver les individus d'élite et multiplier que eux. Et donc ils ont fait un travail d'épuration, un travail d'épuration extraordinaire de la biodiversité cultivée. Et ce travail d'épuration a été conduit dans toutes les régions de la planète pour pouvoir mettre en culture que des variétés à haut rendement, des variétés d'élite à haut rendement. Et ça aboutit à une situation aujourd'hui où on se pose la question de la biodiversité par rapport au mode d'alimentation. Il y a une trentaine d'espèces végétales aujourd'hui qui permettent de fournir 90-95% de l'énergie dont on a besoin. Donc c'est quelque chose d'assez faible et c'est quelque chose qui a en plus tendance à se réduire. Pour un tas de raisons, pour la tendance à l'uniformisation des modes de consommation alimentaire. Peu ou prou, il y a des McDo sur toute la planète, on peut ne pas apprécier, néanmoins ça existe sur toute la planète. Tu ne vas pas dans une capitale du monde où tu n'as pas un McDo, enfin j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Quand on regarde maintenant en arrière, on a dit il y avait les OGM, mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? On s'aperçoit qu'il y avait d'autres techniques de transformation du matériel héréditaire des plantes qui sont aussi loin d'être naturelles, et que des sélections ont été faites en utilisant des produits chimiques pour provoquer la mutagénèse des génomes, pour provoquer, soit on arrivait à essayer de fusionner des génomes qui ne peuvent pas se fusionner naturellement par des fusions de cellules, de protoplastes. On a vu qu'on utilisait des doublements chromosomiques qu'on provoquait. Bref, la transformation des génomes, elle avait déjà commencé depuis bien longtemps avant les OGM. Et donc, on s'aperçoit que les variétés cultivées modernes, elles ont déjà un certain nombre de faiblesses, et les agriculteurs s'en aperçoivent de plus en plus. Les agriculteurs qui ont mis
des vignes d'il y a 15-20 ans, des clones hyper performants, ont les plus grosses difficultés aujourd'hui à les maintenir vivantes plus de 15 ou 20 ans. Elles sont très facilement atteintes par des maladies de dégénérescence comme l'ESCA. Dans le domaine animal, je pense que les choses sont moins dites, mais sont probablement encore plus effrayantes. Il y a aujourd'hui un modèle quasiment international qui s'impose en matière de production animale, c'est le Charolais pour faire de la viande et puis la Holstein pour faire du lait. C'est-à-dire deux systèmes qui sont aussi imbéciles l'un que l'autre. Et néanmoins, tous ces modèles-là s'imposent de façon comme si c'était vraiment quelque chose qui a une pertinence, une cohérence partout, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc, c'est comme ça qu'on a modifié petit à petit aussi la façon dont les animaux étaient conduits. On fait des vaches qui sont devenues des granivores, on fait des cochons qui sont devenus des végétariens. Enfin, on a modifié quand même un certain nombre de choses de par toutes les modifications des systèmes de production. Il y a 109 plantes OGM en attente dans le système d'autorisation européen, mais très peu sont prêts à être votés. La plupart sont pour l'importation. Alors, il y aurait un peu plus de la moitié sont des maïs, 56. Il y a du coton, des fleurs, du colza, du soja, de la betterave sucrière. Un riz OGM de Bayer qui s'appelle LL62 est en cours de procédure et devrait bientôt passer. Et là, ce serait le premier OGM destiné directement à l'alimentation humaine. Alors, comment faire qu'un maximum d'États votent contre ? Une cyberaction européenne a été initiée, que vous devez connaître, qui s'appelle Stop the Crops, par Save Our Seeds. Alors, c'est cette pétition que Greenpeace a relayée en France et qui a obtenu 100 000 signatures en France. Ce qui est une belle prouesse parce que les ministres de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Angleterre, de Belgique et du Danemark ont commencé à répondre. Donc l'interpellation marche, mais il faut continuer. Voilà. Alors, une petite précision sur le contexte politique. Il y a une très importante campagne pro-OGM de l'industrie. Notamment Pioneer a intenté une action en justice contre la Commission européenne qui ne prendrait pas ses responsabilités comme administrateur, c'est-à-dire elle ne traite pas assez vite les dossiers de demande d'autorisation. Donc voilà, il y a une plainte en justice. Donc le procès par l'industrie oblige la Commission européenne à bouger dans un sens qui a priori n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait. On a deux raisons fondamentales de s'opposer. Et la première raison, c'est que on sent et on sait qu'il y a une transformation profonde du vivant qui a été introduit dans les plantes cultivées aujourd'hui avec la transgénèse. Et que cette transformation profonde, elle est faite de manière... elle est banalisée aujourd'hui dans les laboratoires de sélection et elle est répandue sur d'énormes surfaces et peu à peu on sait, on le sent, je veux dire on le sent consciemment, on sent ce que on se dit, ce n'est pas bien de rendre poreux les barrières entre les espèces. Et ça on le sait. Et dire on pourra toujours discuter sur le détail du seuil de contamination, etc. Mais on sait que fondamentalement, là, il y a quelque chose qui va bouleverser des évolutions profondes. Les dégâts et les impasses, on les connaît. Aujourd'hui, les plantes deviennent assez vite résistantes aux herbicides. Les champignons pathogènes deviennent de plus en plus résistants aux fongicides et les insectes de plus en plus rapidement aux insecticides. Donc aujourd'hui, le système n'a pas d'avenir tel qu'il est.